Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, on va pouvoir commencer. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire organisé par le programme Transition Action de France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté, qui a pour thème la mécanisation agricole low-tech, avec un focus particulier sur la traction animale. Déjà, quelques mots pour présenter rapidement le programme Transition Action à ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, moi, je m'appelle Mathilde Morchin, je suis chargée du programme Transition Action. C'est un programme qui est né en 2021 dans le cadre d'un appel à projet de la feuille de route pour l'économie circulaire. Et il est financé par l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté et la région Bourgogne-Franche-Comté. Et l'objectif, c'est de travailler sur les thématiques de sobriété et des low-tech à l'échelle de la région et de mobiliser les acteurs autour de ces sujets. Le programme a été renouvelé en 2024 pour 3 ans supplémentaires. Donc, on est passé dans une deuxième phase qui a trois objectifs principaux. Tout d'abord, la poursuite du travail d'animation et de développement de la communauté régionale des acteurs. Ensuite, on a un axe sur l'expérimentation et l'innovation par le biais du suivi et de la valorisation des projets pilotes dans la région. Donc, dans ce cadre, on assure notamment la valorisation des lauréats de la Emilotech, qui a été lancée par l'ADEME en 2024 et qui a sélectionné 18 lauréats portant des projets LaTeX dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et notre troisième axe, c'est la sensibilisation, l'acculturation et la formation des acteurs aux deux thématiques du programme. Et ça passe notamment par l'organisation de journées techniques ou de webinaires comme celui d'aujourd'hui. Et donc, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est celui de la mécanisation agricole low-tech, avec un intérêt particulier pour la traction animale. Je vais aller assez vite sur les éléments de contexte pour ne pas spoiler les présentations de nos intervenants, mais je voulais juste dire quelques mots par rapport à la mécanisation, qui en Europe est directement liée à l'essor de la production agricole. Et c'est notamment la mécanisation qui a permis l'augmentation de la productivité et qui a été source de compétitivité pour les exploitations agricoles françaises. Euh, Cependant, on est arrivé aujourd'hui dans un système où le poids des charges de mécanisation est important alors que les revenus des paysans restent faibles, ce qui pose la question de la maîtrise de ces coûts. Et ces questions sont d'autant plus importantes que le système agricole fait face à d'autres limites, comme la dégradation des sols, la dépendance aux intrants, les tensions autour de l'usage de l'eau. Et donc, face à ce constat, d'autres pratiques se développent et tentent de montrer qu'il est possible de faire autrement, d'avoir une mécanisation agricole qui se tourne vers les low-tech et donc qui se montre plus utile, durable, accessible, qui sont les trois critères qu'on utilise généralement pour qualifier les low-tech. Et dans ce contexte, le retour à la pratique de la traction animale, qui est une pratique ancestrale, c'est un exemple du développement de ces alternatives. Et donc, les questions qui vont nous guider aujourd'hui, ce sont celles-ci. En quoi la traction animale et les outils low-tech permettent-ils une agriculture plus autonome et résiliente? Est-ce que ça peut répondre aux enjeux de production en termes de quantité et de qualité? Et est-ce que ces modèles qui sont alternatifs aujourd'hui sont généralisables dans le futur proche? Et pour tenter de répondre à toutes ces questions, on accueille aujourd'hui trois intervenants qui sont spécialistes du sujet. Tout d'abord Pierre Fontaine, qui est chargé de projet à l'Institut français du cheval et de l'équitation et qui va nous donner quelques éléments de contexte sur l'attraction animale et nous parler de ses intérêts et de ses limites en matière de développement durable. Ensuite, on aura Camille Guérino, qui est une conseillère filière équine à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, qui nous parlera un peu plus en détail des démarches à l'installation en termes de statut et d'aide financière et de la place de la pratique dans le secteur agricole. Et pour finir, on aura un témoignage de Denis Adam, qui est concepteur industriel et paysan localisé dans le Jura à la petite ferme de Chanon. Et Denis, il intègre les outils low-tech et l'attraction animale à ses activités de maraîchage. Et donc, au cours de ce témoignage, je me permettrai d'intervenir et de rebondir parfois par rapport aux deux interventions précédentes pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus interactif. Et donc, pour finir sur cette petite introduction, au niveau du déroulé, on va enchaîner les trois interventions qui dureront chacune une quinzaine de minutes. Puis, on aura un temps de questions-réponses avec le public. Donc, si vous avez des questions pendant les interventions, je vous invite à les partager dans le chat et on y reviendra pendant le temps de questions-réponses. Ou alors, vous pouvez les garder en tête et intervenir en levant la main pendant le temps de questions-réponses. Vous avez un bouton pour dire que vous voulez parler. Et vous pouvez utiliser le chat tout au long des présentations pour partager des ressources ou des informations si vous avez des choses à partager. Et si vous n'êtes pas en train de parler, je vais vous remercier de bien vouloir couper vos micros pour la qualité sonore de l'enregistrement. Et c'est tout pour les consignes. Donc, on peut passer à la première présentation de Pierre. Alors, je vais vous demander Partage d'arrêter le d'écran. partage de Ouais. votre écran. Je suis un tout petit peu bloqué.
Voilà, dites-moi si vous voyez mon écran. C'est parfait. Bon, et ben alors c'est parti. Bonjour à tous et toutes. Euh, Tout d'abord, je vais vous dire que nous sommes ravis de pouvoir participer devant un public aussi nombreux hein, qui s'intéresse à l'attraction animale. Alors moi, comme vous avez pu le constater dans le libellé de la structure pour laquelle je travaille, je ne suis pas spécialiste de tous les types de traction animale. Je suis plutôt spécialiste du cheval et donc de la traction équine. C'est donc là-dessus que va porter l'essentiel de mon propos. Et pendant les 15 minutes qui viennent, à peu près, je vais vous donner quelques informations générales, hein, quelles sont les forces en présence en matière de traction équine sur le territoire national. Et puis je reviendrai sur alors une liste non exhaustive hein, et qui ne doit d'ailleurs pas être classée par ordre de préférence. Vous le verrez tout à l'heure dans ma présentation. Chacun y trouvera son compte, mais je vais aborder avec vous un certain nombre d'atouts et de contraintes du recours à la traction équine. Et puis dans une deuxième partie, on essaiera d'aborder ensemble quelques indicateurs de performance économique afin de pouvoir se faire une idée de la rentabilité du travail avec ce recours à la traction équine en particulier, et de manière à répondre à la question essentielle, c'est est-ce qu'on peut en vivre lorsqu'on décide de se lancer dans ce type d'activité? Alors, quelques chiffres clés sur l'attraction animale en général dans le monde, hein, pour l'exploitation des surfaces agricoles. On distinguera on va dire, types de zones d'activité. Celle des pays en développement où l'attraction animale est utilisée en majorité, associée au travail manuel et dans une moindre mesure à l'utilisation de tracteurs. Et puis les pays développés qui nous concernent plus directement, où là, l'essentiel du travail des surfaces agricoles est réalisé à l'aide de tracteurs, mais où une partie quand même de ces surfaces-là, associées ou en complémentarité des engins mécanisés, est travaillée avec de la traction animale. C'est particulièrement le cas dans les zones sensibles, en forêt par exemple, euh, mais pas que, et en montagne. Alors en France, comment est-ce que se segmentent les différentes activités de traction équine? Vous avez celles qui sont plus orientées vers le maraîchage, hein, le travail du sol, mais le maraîchage. Et vous aviez, selon une enquête qui date de 2020, mais les chiffres évoluent positivement, mais pas dans des proportions énormes, vous aviez un peu plus de 170 structures qui avaient recours à ce type à ce type d'intervention. Vous avez un deuxième segment qui concerne un petit peu moins l'agriculture, mais ça concerne quand même l'occupation du territoire et la valorisation. C'est tout ce qui est caléchage, tourisme, loisirs. Et là, vous aviez en 2020 un peu plus de 130, un peu plus de 130 exploitations qui avaient une activité principale portant sur ces secteurs-là. Si on évolue un petit peu, toujours dans le travail du sol, mais vers le travail des vignes, en 2020, à peu près 130 également exploitants, prestataires de services pour la plupart, ou exploitants en régie qui avaient recours à l'attraction équine pour travailler leur sol. En débardage, c'est un petit peu moins, puisque c'est un petit peu plus d'une soixantaine hein, de structures spécialisées. Et puis le dernier segment, c'est les chevaux utilitaires, chevaux en ville, exploités soit en régie, soit sous forme de prestation de services. Et là, vous avez une quarantaine. Mais ce n'est pas tout à fait en lien avec l'agriculture, mais c'était quand même intéressant de balayer comment dire, tous les segments qui ont recours au cheval par rapport à l'attraction. Alors, quels sont les principaux intérêts du recours à l'attraction équine? Encore une fois, ils ne sont pas classés par ordre de préférence, mais ils sont assez nombreux. J'en ai ressorti cinq principaux. On pourra les compléter lors de la conversation. Euh, un des gros intérêts, c'est la consommation d'énergie renouvelable. En effet, pour produire un travail, notamment avec un cheval, mais avec un animal en général, 60% de l'énergie consommée est d'origine renouvelable. Le carburant du cheval, pour faire court, c'est l'herbe. Alors, on verra tout à l'heure que pas que, hein, parce qu'on peut pas, enfin, il faut associer parfois des énergies fossiles, alors pour l'élaboration et la conception des machines utilisées notamment, mais aussi pour le déplacement des chevaux sur leur lieu de travail. Si on fait un comparatif toujours sur la consommation d'énergie renouvelable par rapport au recours aux engins mécanisés, on va dire, aux engins à moteur, ben là, seulement 9%, et on parlera essentiellement des biocarburants, de l'énergie utilisée est d'origine renouvelable, pour vous donner un ordre d'idée.
Alors, autre atout du recours à l'attraction avec les animaux, hein, et avec les chevaux en particulier, c'est le travail de précision. Le cheval permet une grande précision. Et par exemple, dans les vignes, sur les jeunes vignes nouvellement implantées, le fait que le cheval puisse justement, avec son meneur, avoir un travail de précision, évite les arrachages et va notamment permettre une première récolte en moyenne 2 ans plus tôt que lorsque ces jeunes vignes sont travaillées au tracteur. Autre exemple, toujours lié à la viticulture, il semblerait qu'on fasse du meilleur vin avec des vignes relativement âgées et l'intervention du cheval et de la traction animale en général permet d'allonger la durée de vie des cèpes, notamment lorsqu'on travaille entre les pieds de vigne. Travailler avec un cheval permet d'éviter l'arrachage d'un certain nombre d'entre eux. Si on prend un autre segment, par exemple le travail en forêt et le débardage, les chevaux, là aussi, sont dans la plupart des cas bien plus maniables que les machines. Et c'est particulièrement le cas sur des sentiers étroits, dans des zones sensibles ou avec des pentes relativement abruptes et provoquent donc moins de dommages aux arbres résiduels que les machines. Par rapport par rapport au coût d'intervention des chevaux, et on aborde déjà, même si on y reviendra après, la notion de rentabilité, si on se compare par rapport à l'utilisation de machines, on sait que pour le débardage en forêt, euh, en l'absence de prise en compte des coûts d'aménagement des chemins d'évacuation hein, des arbres, une fois qu'ils sont ramenés au bord des zones d'enlèvement, le cheval est plus rentable que la machine sur une distance de 50 mètres. Voilà. Il peut être amené à être aussi rentable que la machine, voire plus rentable que la machine, sur des distances allant jusqu'à 200 mètres, lorsqu'on prend en compte les coûts d'aménagement des sentiers. Au-delà, le cheval n'est pas intéressant économiquement. Il peut être intéressant pour toutes les raisons qu'on vient de citer précédemment, mais il n'est pas pertinent économiquement. C'est pour ça qu'il est souvent utilisé en complémentarité d'autres moyens. Alors, toujours dans les atouts du cheval, eh bien, l'intelligence corporelle et affective. Il est bien évident que lorsqu'on travaille avec un animal, on ne va pas développer avec lui la même relation que celle qu'on développerait avec un tracteur. Le cheval, il est doté d'une intelligence qui lui est propre, hein. Il est doté d'une sensibilité perceptuelle hein, qui lui est propre aussi. Et donc, il va avoir des réactions qui peuvent parfois l'amener à prendre des décisions en autonomie. Et parfois, au plus grand, et dans la plupart des cas, au plus grand bénéfice du meneur et de celui ou celle qui travaille avec. Mais parfois, le cheval va nous confronter à un certain nombre d'incapacités dont il va faire preuve. C'est pour ça qu'on aurait pu aussi le retrouver dans les contraintes, cette partie-là, mais il faut bien précautionneusement sélectionner le type d'animaux qu'on va utiliser pour tel ou tel type de travaux. On y reviendra plus tard dans la conversation si vous voulez. Autre intérêt, c'est la moindre compaction des sols agricoles, hein, compaction qui a pour conséquence principale une diminution des espaces disponibles entre les racines et les liquides dans le sol, et qui va diminuer la quantité de nutriments disponibles pour les plantes, qui plus est, en empêchant une bonne infiltration de l'eau. Donc ça va globalement, la compaction, elle va générer une augmentation de la masse volumique du sol, et ça, on sait que c'est très néfaste à l'agriculture. Ça a notamment été prouvé par rapport à l'agriculture intensive, puisque l'Agence européenne de l'environnement classe la compaction parmi les impacts les plus néfastes. Donc bien évidemment, les machines laissent des traces beaucoup plus profondes et continues que les animaux. Autre atout, et ce sera, je crois, le dernier que j'aborderai là, c'est l'émission de gaz à effet de serre. Il y a une étude qui s'est intéressée à la comparaison des émissions de gaz à effet de serre lorsque les machines utilisent du biocarburant ou du carburant fossile classique. Lorsque les machines ont recours à du biocarburant, c'est moins 9% de kilos équivalent carbone qui sont produits. Lorsqu'on utilise les chevaux par rapport à du carburant fossile, c'est moins 97%. Donc là, on voit un véritable intérêt. Parlons maintenant de quelques limites, parce qu'il y en a. Le cheval, ce n'est pas une machine, et les animaux en général, hein, ce ne sont pas des machines, et ils nécessitent des soins constants toute l'année. Un tracteur, lorsqu'on l'arrête, on le range, et on fait un petit peu d'entretien éventuellement, et on le redémarre quand on en a besoin. Un cheval, il faut s'en occuper toute l'année.
On ne peut pas s'exenter totalement des énergies fossiles lorsqu'on travaille avec les chevaux, puisque dans la plupart des cas, il faut transporter le cheval vers son chantier. Et parfois, dans les premiers suivis d'exploitation qu'on a pu observer, plusieurs centaines de kilomètres pouvaient être parcourus pour aller du lieu d'hébergement au lieu de travail du cheval. Donc ça, c'est également un point de vigilance. On a toute cette notion aussi dans les contraintes d'acceptation sociale, hein, de l'effort demandé à l'animal, avec un effort qui n'est pas toujours facile à mesurer, mais on progresse. Et il y a notamment, alors Monsieur Adam en parlera certainement beaucoup mieux que moi tout à l'heure, hein, parmi les innovations qui sont plus si récentes que ça d'ailleurs, on a des outils comme le Data Fisher qui permettent de suivre en temps réel les efforts demandés à l'animal et qui couplé à un certain nombre d'améliorations ou d'aménagements techniques sur les outils, permettent de lisser considérablement l'effort demandé à l'animal. Et puis vous avez, et c'est le dernier point que j'évoquerai avant d'aborder l'aspect économique, vous avez quand même une filière de l'attraction animale et de l'attraction équine en particulier qui est très innovante, hein, et qui adopte en permanence des matériels pour répondre aux besoins des différentes cultures ou aux besoins des différentes entreprises sur les différents segments. Mais là, je pense que M. Adam sera amené à développer ça. Alors, passons maintenant aux principaux repères économiques liés à l'attraction animale. Encore une fois, essentiellement pour l'attraction équine en ce qui me concerne. Ces premiers repères, ils sont relativement récents puisque les premiers suivis d'exploitation datent de 2017. Ils ont été réalisés pardon, dans le cadre d'un projet qui s'appelle DOG7, enfin, qui s'appelait projet DOG7 et qui avait pour objectif d'aider les porteurs de projets à avoir des données justement objectives avant leur installation qui devait également permettre aux prestataires de services de se situer dans leurs différentes branches d'activité. Et puis, l'idée derrière ça était aussi de donner de la visibilité aux différents métiers auprès de financeurs éventuels. Alors, le programme de G7 s'est déroulé pendant 3 ans. Il a permis d'obtenir un certain nombre de références que vous pouvez aller consulter sur Internet. 3 ans, c'était pas assez. Et depuis 2019, le relais a été pris par un réseau qu'on appelle le réseau équin. Camille Guérino, qui interviendra tout à l'heure, et moi-même faisons partie des conseillers de ce réseau équin. C'est quoi? Eh bien, c'est une association entre l'IFCE, l'Institut de l'élevage, les chambres d'agriculture et la Fédération des conseils des chevaux qui suit un certain nombre de systèmes d'exploitation un peu partout sur le territoire. Les différents systèmes suivis, vous les avez en bas à droite de l'écran. Et parmi ces systèmes, il y a des prestataires en traction équine. Voilà. Qui sont soigneusement sélectionnés de manière à ce qu'ils puissent nous servir à utiliser des références d'entreprises qui fonctionnent. Alors justement, si on doit venir un petit peu sur la typologie des entreprises en matière de traction équine, on va s'intéresser exclusivement à la colonne 2022 des exploitations suivies. Il y en a 11 qui sont suivies par le réseau équin en 2022. Alors on a des chiffres avec un petit peu de décalage, hein, parce que sur une année N, on suit toujours les résultats technico-économiques de l'année N-1. Et puis il y a un temps de publication des résultats, ce qui fait qu'il y a un léger delta entre ce qui s'est réellement passé et la disponibilité des résultats. Quoi qu'il en soit, en matière de main-d'œuvre, globalement, une exploitation de traction équine, c'est 1,8 UMO. En règle générale, pour faire un raccourci, c'est l'exploitant principal, un peu de main-d'œuvre familiale bénévole et puis un salarié à temps partiel. Globalement, c'est ça. C'est une dizaine de chevaux présents sur l'exploitation, dont tous ne sont pas destinés à la traction équine. Vous avez souvent un petit atelier élevage qui est associé avec des chevaux qui pourront être utilisés pour la traction, mais qui ne sont pas directement liés à l'activité de traction immédiatement. Vous avez des structures avec une surface relativement faible, hein, une surface agricole utile de 13 hectares en moyenne. Un nombre d'heures de traction totale produit d'à peu près 1600 heures pour un nombre d'heures de traction par cheval et par an d'à peu près 300 heures.
Généralement, la clientèle de ces prestataires de services se compose de deux types de clientèle principale, hein. Les clients particuliers, alors ça peut être des viticulteurs lorsqu'on est en vigne, des propriétaires de parcelles forestières pour le débardage, et puis des clients institutionnels, en général sont des collectivités locales, des communes, pour des activités type participation à des fêtes de village, voilà. Et c'est une des particularités justement des exploitations de traction équine, c'est qu'elles sont alors, très spécialisées équines, qu'elles ont une forte part de leur activité liée à l'attraction, mais qu'elles ont aussi souvent d'autres petites activités comme le tourisme, le caléchage. Elles participent à des mariages, elles ont quelques activités complémentaires. Voilà. Elles participent donc très activement à la vie de leur bassin de vie, si je puis dire. Pierre, Alors, juste pour information, il vous reste quelques minutes pour la présentation. oui, je devrais être pas trop mal. Parfait, J'ai merci. presque fini. Les exploitations suivies, alors elles portent essentiellement sur le travail du sol et notamment le travail du sol en vigne, hein, pour 60% d'entre elles. Pour 20% sur le débardage. On a une exploitation en service urbain. Et puis l'activité, si je puis dire, résiduelle, c'est celle que je viens de citer maintenant. C'est tout ce qui est lié au tourisme et au portage. Alors, les premières références qu'on peut vous donner, c'est des références de tarifs par rapport à de la prestation réalisée. Alors, en débardage, c'est un peu particulier. On a ramené ça à l'heure d'activité, mais en débardage, c'est souvent facturé au mètre cube. Donc là, c'est très variable en fonction du type d'essence, en fonction de la typologie des sols, enfin des parcelles. Par contre, on a des chiffres qui sont beaucoup plus, enfin, alors, ils sont fiables quand même, hein, ramenés à l'heure, mais on n'a pas les prix au mètre cube. Du moins, on ne les a pas publiés. Par rapport à tout ce qui est travail du sol, on a des tarifs qui oscillent entre 66 et 99 euros TTC. On est plus près des 90 euros TTC de l'heure de traction. Et puis en tourisme et autres, on a des tarifs très fluctuants, comme vous pouvez le voir, mais ça s'explique par le fait que le prix n'est pas le même selon que ce soit pour monter un cheval ou pour proposer une prestation sur un mariage avec une calèche, par exemple, deux chevaux attelés, un meneur et son aide. Donc, on a des tarifs assez variables. Mais retenez pour le travail du sol, à peu près 100 euros TTC par, heure de traction. C'est ce que recherchent les prestataires de services. Alors, un produit moyen par équidé sur le segment traction animale, qui est équine, pardon, qui est relativement élevé, hein, beaucoup plus élevé que dans d'autres systèmes. Pourquoi? Parce qu'on a un chiffre d'affaires qui est reporté sur relativement peu d'animaux. On a, alors toutes les données que je vous cite là, vous allez les retrouver dans les publications dont je parlerai juste à la fin, et les publications du réseau équin. Euh, Qu'est-ce qui nous intéresse dans tout ça? C'est globalement ce qui va vous rester pour vivre et comment se constituent principalement les charges. Sur les systèmes traction, on a des charges opérationnelles qui sont majoritairement constituées par l'achat de fourrage, d'où l'importance de la surface et de l'autosuffisance fourragère. D'accord? On n'a pas Alors, on a des chevaux qui ont des forts besoins énergétiques, mais l'essentiel de leur alimentation, c'est pas forcément les concentrés, c'est surtout le fourrage, d'une manière générale. De toute manière, l'alimentation du cheval, c'est avant tout de l'herbe et enfin, et donc du foin. Et puis, si on s'intéresse aux charges de structure, je suis obligé d'aller assez vite, on en revient au matériel. Et le matériel, c'est le matériel de traction, mais c'est aussi le matériel de transport. Voilà. Donc, les principales charges de structure, c'est par exemple l'achat de camions, la main-d'œuvre et dans une moindre mesure l'entretien des bâtiments. On est souvent sur des structures qui ont relativement peu de bâtiments. Alors maintenant, est-ce qu'on peut en vivre et qu'est-ce qui reste à vivre comparativement à d'autres systèmes équins, par exemple, puisque ce sont les données dont on dispose? Eh bien, alors on s'intéressera. Alors on a plusieurs indicateurs, mais un indicateur très intéressant, c'est l'excédent brut d'exploitation. Le BE, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui reste une fois que vous avez payé vos charges pour payer le remboursement de vos emprunts, vos frais financiers, et puis plus généralement, globalement, pour vivre. Voilà. Donc on voit qu'en système de traction, on a un disponible par UMO exploitant qui est peu ou prou de 30 000 euros, ce qui est plutôt dans la moyenne, on va dire, des autres systèmes. C'est un peu mieux que pour les centres équestres et les fermes équestres, c'est à peu près équivalent à un système de ferme équestre. Le chiffre que vous voyez avec la petite pastille orange, c'est le BE par rapport au produit brut. En gros, c'est la rentabilité du système. Je fais très court, encore une fois, Camille vous en parlerait mieux que moi.
Donc on a des systèmes qui nécessitent quand même globalement peu d'investissement et qui sont relativement intéressants. Et j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il y a une grande disparité dans ces résultats. On a des EBE, des EBE pardon, dans la portion basse qui se situerait plutôt aux environs de 8 000 euros. Ce n'est pas la majorité des systèmes, mais ça peut descendre assez bas quand même. Toutes ces données très détaillées, vous pouvez les retrouver dans toutes les publications du réseau Equin. Vous avez des synthèses, des documents techniques, des vidéos explicatives également qui sont très intéressantes à consulter. Et vous retrouverez toutes ces informations-là sur les sites des partenaires, le Conseil des chevaux, les conseils des chevaux en région, l'Institut de l'élevage. Vous pouvez faire un choix par filière et vous sélectionnez dans le menu déroulant filière équine et vous avez toutes les données du réseau équin, ainsi que tous les outils d'aide à l'exploitation qui sont mis à disposition. Et puis, vous avez bien évidemment le site Equipédia de l'Institut français du cheval et de l'équitation, et puis les conseils de proximité, que sont vos chambres d'agriculture. Et je terminerai là-dessus en répondant peut-être à vos questions maintenant, ou alors en passant la parole à Camille Guérino, justement, de la Chambre d'agriculture du 71. Merci Pierre. On va passer directement la parole à Camille. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et on y reviendra à la fin au temps de questions-réponses. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait. C'est parfait. Bon, bah, parfait. Alors, avant toute chose, Pierre l'a très bien dit, hein, merci d'être venus aussi nombreux. Et puis, merci à France Nature Environnement, de nous permettre de parler de cette activité, professionnelle, agricole. C'est toujours un plaisir, hein, pour nous d'intervenir, en tant que chambre d'agriculture, en tant qu'IFCE ou en tant que professionnel, parce que c'est quand même un secteur d'activité qui, comme vous l'avez expliqué au début, qui revient, était là depuis des années, mais qui revient aussi. Et c'est un des sujets, on va dire, phares, hein, pour nous en ce moment, et ça reste, toujours un plaisir d'en discuter et de faire avancer un peu les choses. Alors, avant toute chose, je vais me présenter. Vous me dites si vous voyez bien la diapositive suivante. Ouais, parfait. Alors, je vais me présenter brièvement, hein. Je m'appelle Camille Guérino, je suis conseillère filière équine à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, donc département sud Bourgogne-Franche-Comté. Et je fais également partie des membres, des conseillers du réseau équin de référence Synosis, donc le réseau qui a été présenté juste avant par Pierre et qui permet d'obtenir des références techniques et économiques, sur différentes activités, équines. Donc mon poste, donc il y a une multitude de missions, mais la principale, c'est vraiment d'accompagner les professionnels de la filière, tout au long de la vie de leur entreprise, donc de l'installation à la transmission, en passant par tout ce qui est formation, conseil technique et réglementaire, l'élaboration de dossiers de subvention et bien sûr, toute autre aide, qui nécessite un accompagnement divers, et varié. Mon poste est 100% équin, ce qui n'est pas le cas dans toutes les chambres d'agriculture. Mais c'est un choix qui a été fait en Saône-et-Loire, qui a aussi été fait en Normandie et en Grand Est. Mais vous pouvez, très bien, si vous êtes dans d'autres départements, quand même demander des renseignements auprès d'autres collègues qui s'y connaissent aussi et qui pourra aussi très bien vous aiguiller. Au niveau des structures qui sont suivies par la Chambre, donc il y a tous les structures agricoles, donc les centres équestres, les centres de tourisme équestre, tout ce qui est élevage, que ce soit course, chevaux de trait, sport, loisirs, et puis tout ce qui touche aux pensions agricoles, et puis bien sûr à l'attraction. D'où, mon intervention, aujourd'hui. Alors, j'ai fait une petite diapo qui présente un peu l'un des rôles phares de la Chambre d'agriculture, qui est l'installation. C'est important que je le précise aujourd'hui parce que déjà, c'est le thème de cette présentation et aussi, en ce qui concerne la traction animale, ça fait partie des enjeux importants et des problématiques que rencontrent beaucoup de professionnels aujourd'hui. C'est-à-dire, savoir où trouver les informations, dans quelle catégorie se classer, agricole, non agricole, à faire les aides éventuelles qui existent, etc. Donc la Chambre d'agriculture, elle va donner ces informations-là, donc qui concernent les aides, les exigences réglementaires,
Elle va également proposer un accompagnement plutôt administratif technique, donc l'élaboration prévisionnelle, c'est-à-dire une étude économique sur plusieurs années qui va permettre de convaincre des banques, par exemple, si vous voulez faire des emprunts ou obtenir des aides à l'installation. On va pouvoir vous apporter aussi des informations sur les choix de statuts juridiques, fiscaux et sociaux au moment de l'installation, sur les différentes formations qui seront nécessaires pour vous installer, nécessaires ou recommandées bien évidemment. Et puis après, il va y avoir tout l'accompagnement autour du foncier. Aujourd'hui, c'est très compliqué, en tout cas de plus en plus compliqué d'obtenir du foncier quand on veut s'installer, quand on est déjà installé. Et donc, passer par un organisme comme les chambres d'agriculture, bah, ça permet déjà de rentrer plus facilement en relation avec des cédants, mais aussi, on va dire, avoir un appui plus important face aux SAFER ou avec les SAFER, ça dépend du point de vue, et puis obtenir des informations sur d'autres, euh, des annonces enfin, locales que vous pouvez avoir autour de chez vous. Au niveau des aides financières, donc j'en ai parlé, on peut élaborer des dossiers avec vous, des dossiers de financement à l'installation, mais aussi bâtiments, etc. Et puis bien sûr, le suivi post-installation avec les nouvelles pratiques, les évolutions réglementaires, parce qu'il y en a toujours, ça on le sait, et que c'est toujours bien de se tenir informé. Voilà pour la partie chambre d'agriculture. Alors aujourd'hui, j'interviens plus particulièrement sur l'installation en traction animale, puisque comme je vous l'ai dit, hein, c'est une pratique qui est quand même courante, mais peu connue, et donc peu reconnue par beaucoup d'organismes compétents. Et donc la question se pose toujours de est-ce que cette activité est agricole? Par qui je dois passer? Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce, etc. Donc je vais vous donner la réponse tout de suite, elle est très simple. Les activités de traction animale sont bien agricoles. Ça a été tiré donc bien sûr de la circulaire donc de mars 2007 du ministère de l'Agriculture donc qui a listé les différentes activités agricoles qui sont dépendantes de l'affiliation au régime social MSA et qui permet de savoir, de statuer du régime agricole de ces activités. Donc là, en l'occurrence, dans le cas de la traction animale, donc travaux agricoles forestiers par exemple, à partir du moment où les chevaux sont élevés, dressés ou entraînés par l'entreprise, elles dépendent du régime social MSA. D'un point de vue fiscal, ça dépend bien du bénéfice agricole et non pas du bénéfice industriel et commerciaux, BIC, et elles sont donc dans la catégorie agricole. Là où il faut faire attention, c'est vraiment le caractère chevaux élevés, dressés et entraînés par l'entreprise. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire naître vos poulains pour être considérés comme agricoles. Il vous suffit par exemple d'obtenir un cheval de 3 ans déjà débourré que vous retravaillez pour vos services et que vous utilisez dans vos travaux quotidiens. À partir de là, on considère qu'ils sont entraînés, dressés, entraînés par l'entreprise. En ce qui concerne ces statuts régime social, régime fiscal, la première priorité, c'est quand même de contacter un conseiller MSA pour le régime social et un comptable, si possible, pour le régime fiscal, parce que c'est toujours un moyen de s'assurer de vos statuts, de vérifier que derrière, ce sera bien accepté par votre conseiller et que vous allez obtenir toutes les informations nécessaires. Petit aparté sur le statut de micro-entrepreneur. Il faut savoir que les micro-entreprises sont incompatibles, avec les activités agricoles relevant de la MSA. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir le statut agricole si vous êtes mis en micro-entrepreneur. Donc là, on a vu globalement avec cette circulaire de 2007 que cette activité, elle est bien agricole au sens de l'affiliation MSA. Lorsque vous allez contacter votre conseiller MSA, il va essayer de vous rentrer dans des cases, pour faire simple, selon 3 statuts. Donc là, je vous ai mis dans le tableau en vert les 3 statuts différents. Soit vous êtes en suivi, c'est le seuil d'affiliation le plus bas. Soit vous êtes cotisant solitaire, un seuil intermédiaire. Soit vous êtes chef d'exploitation, le seuil le plus complet. Donc, lorsque vous allez le rencontrer, la première chose qu'il va essayer de comprendre, c'est un peu votre profil, votre activité, etc. Donc, comme ça a été précisé, il y a une multitude de profils différents pour la traction animale. Vous peut être éleveur et prestataire. On va vendre des prestations de traction.
On peut être salarié dans une entreprise et en parallèle proposer des prestations. On peut être prestataire à temps plein ou bien avoir une activité agricole et quelques activités à côté de prestataire. Donc dans ce cas-là, en fait, les critères qui vont être utilisés, c'est des critères donc de surface, du nombre d'équidés ou bien du volume d'activité que vous allez faire. Chaque département a un seuil minimal d'assujettissement, c'est la SMA. Pour chaque département, c'est différent, donc je vous invite à vous renseigner. Mais le conseiller que vous allez rencontrer va essayer de vous mettre dans une case et donc de déduire de votre seuil d'affiliation. Par exemple, pour le cas de la Saône-et-Loire, la SMA, donc le seuil minimal d'assujettissement, est de 15 hectares. Donc si vous êtes compris entre 3 hectares, vous avez, on va dire, entre 3 et 15 hectares, vous serez cotisant solidaire. Au-delà, vous serez chef d'exploitation. Et en dessous, vous serez en seuil, statut suivi. En parallèle, le critère du nombre d'équidés est aussi applicable. Donc, si vous avez plus de 5 équidés sevrés que vous utilisez au travail, vous serez chef d'exploitation. En dessous, cotisant solidaire et encore en dessous, en suivi. Et puis, le critère de volume d'activité est fixé à 1200 heures par an. Et donc, au-delà, chef d'exploitation, en dessous, cotisant solidaire et en dessous de 300 en suivi. Donc, c'est assez complexe, c'est pour ça que je vous incite vraiment à vous renseigner auprès des conseillers MSA, puisque de toute façon, c'est eux qui vont vous affilier à ces statuts-là, et c'est avec eux que vous allez devoir traiter de votre dossier en particulier. Concrètement, vous, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir tel ou tel statut? Eh bien, en fait, ça va varier votre taux de cotisation. C'est un peu comme comparaison les assurances. Donc, il y a différents types d'assurances et plus vous allez cotiser, plus vous allez être couvert. Si vous avez un statut en suivi, ben, vous allez être reconnu par la MSA, mais vous allez absolument rien cotiser et vous allez avoir aucun droit ou aucune protection. Par contre, si vous êtes cotisant solidaire, donc vos cotisations sont, on va dire, relativement faibles, 800 € par an. Mais par contre, vous allez avoir la possibilité de cotiser à des fonds de formation et à un droit à une couverture aux accidents du travail. Et puis, si vous passez chef d'exploitation, donc la cotisation est beaucoup plus importante, de l'ordre d'environ 3 000, 4 000 € par an. Et par contre, vous serez couvert sur toute votre activité. En plus de ça, le statut agricole, donc le fait d'être MSA, d'ouvrir cette affiliation MSA, donc cotisant solidaire ou chef d'exploitation, ça va vous permettre d'avoir d'autres avantages très importants dans la vie de votre entreprise. C'est-à-dire, vous pouvez accéder à des aides financières en étant cotisant solidaire ou chef d'exploitation, par exemple la PAC. Vous allez pouvoir donc avoir les fonds Vivea, on en a parlé. Vous allez pouvoir adhérer à des CUMA, par exemple, ou à des services de remplacement. Et puis, notamment, le plus important en général, c'est que si vous n'avez pas de statut agricole, vous n'allez pas pouvoir construire sur vos terrains agricoles. Donc ça, c'est une des barrières les plus courantes qui sont rencontrées et qu'il faut avoir en tête lorsqu'on s'installe. Pour résumer un peu, alors c'est très complexe, hein, j'essaye de faire le plus clair possible. Il ne faudra pas hésiter à poser des questions ou à me recontacter ultérieurement. Mais pour résumer, les 3 points les plus importants, ce serait d'abord souligner que c'est un métier qui est malheureusement peu reconnu par les organismes. C'est-à-dire qu'il est assez courant que les prestataires contactent des conseillers, qu'ils ne soient pas forcément au courant de cette réglementation, et donc qu'ils mettent ces professionnels dans des cases pas forcément adaptées. Il faut savoir qu'un prestataire ou qu'un meneur n'est ni indépendant, ni une entreprise agricole, mais que c'est bien une exploitation agricole au titre du statut social. Il faut également faire attention au code APE. Donc, le code APE, c'est le code de classification des activités des entreprises qui permet de noter l'activité principale de l'entreprise en elle-même. Donc, les codes APE, il y en a des agricoles et des non agricoles. Lorsque vous le renseignez, c'est au moment de l'installation auprès de l'INSEE. Et si vous ne faites pas attention à ce code-là, vous pouvez avoir un code non agricole et être bloqué pour des démarches postérieures. En traction animale, les codes APE les plus courants agricoles, c'est bien le code activité de soutien aux cultures, A161Z, et le code élevage de chevaux et d'autres équidés.
il n'existe pas actuellement de code prestation, traction animale, etc. Malheureusement, c'est pas adapté et j'espère que ça le sera un jour. Et enfin, un autre point que je mets en avant, c'est l'importance de contacter des conseillers MSA, donc pour ce qui est le statut social, définir si vous êtes chef d'exploitation, si vous êtes cotisant solidaire ou en suivi, et de contacter un comptable pour le statut fiscal, notamment la TVA appliquée. Une erreur au moment de l'installation peut avoir de lourdes conséquences sur le reste de votre entreprise. Vous pouvez avoir des cotisations trop importantes ou vous pouvez vous tromper dans la TVA et avoir des problèmes fiscaux aussi assez importants. Donc vraiment, n'hésitez pas à les contacter, même si c'est pas forcément facile de les joindre. C'est une étape vraiment cruciale lors de l'installation. Pour un peu finir cette partie-là sur l'installation, je souhaite souligner quand même plusieurs points, puisque là, on a vu plutôt la partie administrative, statut, juridique, social, etc. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des exigences techniques à avoir lorsqu'on veut s'installer en traction animale. Donc, on a vu, c'est une activité agricole, oui. Mais par contre, qui nécessite des exigences, c'est un vrai métier. Bon, je pense que vous en avez tous conscience. Il y a des connaissances importantes. C'est, c'est une profession, pour le coup, qui peut être sous-estimée par certains, mais qui nécessite des connaissances et des compétences vraiment importantes. L'avantage de cette pratique, bah, c'est que ça valorise des chevaux de travail. Donc aujourd'hui, les débouchés des chevaux de trait, va essentiellement sur la viande chevaline, mais de plus en plus vers la prestation de travail. Le cheval devient un partenaire de travail, un vrai binôme secret entre le cheval et le meneur. Et donc, il est crucial que le meneur en lui-même ait les compétences nécessaires. Donc, ça paraît logique, hein, mais qu'il ait les compétences nécessaires pour mener son cheval, pour obtenir une relation durable avec ce cheval et saine, et que le travail soit fait de manière professionnelle. Comme toute activité agricole, c'est une activité qui est dépendante de nombreux aléas, les aléas climatiques, les saisons, la météo, le sol en lui-même. Donc c'est un travail qui nécessite une résistance importante de la part du cheval et du meneur. C'est un travail d'extérieur euh, qui nécessite des conditions physiques importantes. Pour le coup, de plus en plus d'études se penchent sur les difficultés ou les risques musculo-squelettiques que peut rencontrer un meneur lorsqu'il travaille au quotidien avec son cheval, mais aussi la charge de travail et l'impact que ça a sur le bien-être du cheval. Donc c'est en cours, hein, on n'a pas encore énormément de données, mais on y travaille. Mais ce qui a été souligné, c'est que le travail est plus ou moins intense, mais que souvent le bien-être du meneur est également sous-estimé. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup de recul sur ça, mais c'est pas forcément évident pour un jeune qui va s'installer en traction animale de se projeter sur une longue période, puisque on va avoir des séquelles assez importantes au quotidien. Au niveau de cet impact, il est aussi mesuré sur le cheval. Alors, il y a des activités plus ou moins impactantes, hein. Le débardage, par exemple, on va avoir des forces de traction considérables. On va avoir aussi également des risques importants pour le cheval ou pour le meneur, des chutes d'arbres, etc. Donc ça, pour le coup, ça fait partie des activités les plus contraignantes. Puis à côté, on va avoir des activités qui sont tout aussi contraignantes, mais avec des risques un peu plus faibles, le maraîchage, la viticulture dans certains cas, etc. Autre point qui est important de souligner lorsque quelqu'un s'installe et qu'il faut prendre connaissance, c'est la partie déplacement. Donc Pierre on a très bien parlé tout à l'heure. Euh, Souvent, il y a pas mal de déplacements pour aller d'un chantier à un autre. Et donc, c'est un travail qui nécessite du matériel, des véhicules adaptés pour ce travail-là. C'est des investissements aussi, et lorsqu'on s'installe, il faut en avoir bien évidemment conscience. Enfin, l'un des points que je soulignerais, comment dire, un point de vigilance lorsque une personne veut s'installer, c'est la formation. Donc, on en a parlé, il faut que la personne ait forcément les compétences d'un point de vue travail du cheval,
d'un point de vue entretien du matériel, etc. Mais ça, c'est pas tout. Par exemple, lorsqu'on va avoir un viticulteur, alors je prends l'exemple de la vigne parce qu'il y en a beaucoup en Saône-et-Loire, mais un prestataire qui va avoir des connaissances au niveau équin, mais peu au niveau viticole, va avoir beaucoup de difficultés à rendre durable son activité. Le fait d'être polyvalent va permettre de gagner une certaine crédibilité face à la clientèle et aussi de faire un travail beaucoup plus complet. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui s'installent, beaucoup de demandes de domaine viticole, je reprends l'exemple des vignes, mais on a quand même aussi beaucoup de personnes qui arrêtent, aussi parce que, faute de clientèle, mais c'est essentiellement dû à un problème relationnel entre la clientèle et le prestataire. Et donc, je reciterai une professionnelle du département sur ce point de vue-là. Les meilleurs prestataires, ce sont ceux qui savent aussi s'adresser, conseiller et s'adapter à leur clientèle. Si la personne ne sait pas bien, enfin, n'est pas capable d'échanger avec son client, d'adapter sa prestation au sol, aux vignes, au maraîchage, etc., ça va poser problème au long terme. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération avant l'installation, pendant éventuellement, mais avant l'installation, pour pouvoir avoir une activité la plus durable possible. Voilà, merci de votre attention. Alors, j'ai essayé d'être la plus claire possible. C'est vraiment un sujet qui est délicat. Euh, donc, j'espère que je n'ai pas paumé beaucoup, enfin, tout le monde. Et je reste de toute façon disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup Camille, c'était super clair. C'était une super introduction et mise en contexte en plus pour le dernier témoignage de Denis, qui va nous parler du coup de son activité de paysan maraîcher en traction animale dans le Jura. Merci. Ouais, donc du coup, je m'appelle Denis Laban. Alors, une petite, déjà, je m'excuse pour la voix, je suis très grippé, donc ça me donne un peu une voix de canard. Alors, on est très peu, on fait très peu de légumes. En fin de compte, on est plutôt paysan au sens large, plutôt que maraîcher. Donc du coup, personnellement, moi, j'exerce deux métiers, celui de concepteur industriel et puis celui de paysan. Donc dans une ferme qui utilise beaucoup d'attraction animale, mais qui n'est pas centrée sur l'attraction animale. Donc mon premier métier, il est très loin de la paysannerie, hein, c'est de concevoir des systèmes, des appareils, principalement pour l'industrie. Donc je suis une espèce de créatif technologique. Et pour mon autre métier, le paysan, donc je travaille avec mon fils Aurel, qui est maintenant patron de la ferme, quoi, qui a pris le relais, quoi. Alors, pour vous décrire un petit peu la ferme, on a commencé il y a à peu près 20 ans, donc il y a à côté de Bourg-en-Bresse, hein, très petitement. Au début, c'était vraiment une recherche d'autonomie personnelle, voire limite d'autarcie, hein. On avait 2-3 hectares et puis 500 mètres carrés de culture. On avait déjà des chevaux, mais pour la monte, pour le loisir, quoi. Et on s'est mis à faire un peu les foins progressivement avec du petit matériel, des motoculteurs, des motofaucheuses. Et rapidement, le lien cheval et énergie s'est fait. Et on a commencé à faire un peu de débardage, un petit peu de maraîchage aussi. Et très vite, le métier de concepteur, il s'est un peu invité dans l'aventure. Et puis, du coup, ça nous a donné une approche assez différente. Voilà. On n'était pas lié à une tradition d'usage du cheval ou au contraire à une mode quelconque. Et du coup, le cheval s'est présenté comme un outil, quoi. En tout cas, on a mis un peu le doigt dans un engrenage. On est passé assez vite à 5-6 hectares de surface. Et puis, à côté de Bourg, on a eu un problème de foncier. C'est-à-dire que, comme disait Madame Guérino, le nerf de la guerre pour les agriculteurs, c'est vraiment le terrain. Et du coup, on a pris la décision de déménager et on est arrivé à Martignas. Donc là, on est actuellement. Donc c'est dans le Jura Sud, à peu près 600 mètres carrés, 600 mètres d'altitude. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Et très vite, on a exploité à peu près 15 hectares de surface utile sur 25 hectares de parcellaire, quoi.
Sur cette surface-là, on avait à peu près 2 hectares de culture qui étaient en céréales et légumes de plein champ, quoi. Alors, on est resté assez longtemps sur cette valeur-là. Notre système s'est bien calé en fait sur cette surface. Et il y a 2 ans, en fait, une municipalité voisine nous a fait un gros cadeau. On a beaucoup augmenté notre surface et maintenant on est à peu près à 50 hectares de SAU pour à peu près 80 hectares de parcelles, de surface parcellaire. Et on monte un projet agroforestier pour passer nos cultures à peu près à 6 hectares de céréales combinés avec du petit fruit du verger. Donc, en ce moment-là, on est vraiment dans une grosse étape de transition, autant sur les surfaces que sur les outils, qu'on doit adapter en fait à ce changement-là, quoi. Alors, pour les productions, donc on fait des légumes de saison. On a 2 petites serres de 30 mètres, mais on peut vraiment pas appeler ça du maraîchage, hein. Sans compter du fait de l'augmentation de la surface qu'on a, on est obligé de se spécialiser un petit peu et on baisse en fait l'activité légumes. C'est-à-dire on était à 6 000 à 7 000 mètres carrés en légumes il y a quelques années, et puis maintenant on est à 1 800 mètres carrés. Donc, je pense qu'on va rester à cette valeur-là. Par contre, à côté, on a, l'année passée, on avait 2 500 mètres carrés de pommes de terre, et l'année prochaine, on va monter à 1 hectare de pommes de terre. Sinon, pour l'instant, on fait un peu de blé et de céréales en rotation sur 1,5 hectare, et donc on va monter à 6 l'année prochaine. Et sinon, en production animale, donc on a des vaches allaitantes, des Galloway, et des vaches laitières, des Vosgiennes. Au total, le cheptel est d'environ 25 à 35 têtes, quoi. Donc, tout ce qui est valorisé, enfin, la viande, elle va être valorisée en caissette, donc en vente directe. Il y a le site internet, une liste de diffusion. Et le lait, lui, est transformé à la ferme et vendu en fromage frais, yaourt. Voilà, donc tout est vendu sur place ou par des tournées de livraison. Cette année, on va attaquer le marché sur Moran. Voilà, ce sera le premier. Alors, ce qui nous a amené à la traction animale, euh, à l'époque, j'avais pas 30 ans quand on a commencé, donc c'était vraiment une motivation qui oscillait entre juste se faire plaisir avec des chevaux et puis une espèce de prise de conscience un peu paniquée d'une situation écologique. Et du coup, bon, je suis de nature assez pragmatique, donc on est assez vite parti sur quelque chose d'un peu plus positif, et qui était de faire une ferme, de construire une ferme en fait qui corresponde à nos valeurs et puis qui soit nourricière pour la famille en premier et puis pour la communauté ensuite. Et du coup, ce qui était important à nos yeux, c'était d'imiter la pollution, c'est-à-dire de faire moins appel aux énergies fossiles, bon, les phytosanitaires encore moins, et d'être résilient, d'avoir une certaine autonomie, d'être voilà, toutes ces choses qui impliquent en fait une simplicité dans le matériel et puis un faible coût du matériel, de façon à pas avoir de dette, quoi. D'être plus robuste économiquement, quoi. Donc, on se rend assez vite compte que, enfin, pour nous, en tout cas, la vulnérabilité de la ferme, enfin, par rapport à nos critères, hein, c'est ce qui, pour la plupart des gens, tend à faire bien voir une ferme, c'est-à-dire que c'est la puissance des tracteurs, quoi. C'est-à-dire que ce qui classe un petit peu la réussite des fermes, ce qu'on voit en tout cas autour de nous, c'est que plus le tracteur est gros, plus la ferme fonctionne, quoi. Et nous, on a une lecture qui est bien différente de ça. Et pour nous, enfin, on considère que c'est une forme de vulnérabilité. Et donc, du coup, on a dû trouver en fait un compromis entre une motorisation qui était pas assez puissante, on devait faire tout à la main et se ruiner la santé, se marginaliser et puis avoir des problèmes d'intégration économique. Et d'un autre côté, si on devenait trop puissant, en fait, on polluait, on cassait tout et on s'asservissait économiquement par du crédit. Donc, mélanger avec le cheval, enfin, on l'a envisagé assez vite, hein, comme un moyen.
pas comme une finalité en soi, hein, je le répète, mais euh, vraiment comme participer en fait à obtenir enfin, à atteindre cet objectif, quoi. Et donc du coup, son avantage, évidemment, c'est le tassement des sols, enfin le tassement des sols, la motricité aussi, qui permet de travailler sur des sols plus humides, des temps de la saison aussi. L'autonomie que procure son alimentation, en fait, la descendance du cheval aussi qui est produite au moins en local, quoi. Pas forcément chez nous, mais au moins en local. Donc, en termes de conception, de l'outil de travail, on a cherché à limiter le besoin de puissance, quoi. Et on l'a fait avec deux axes principaux. Donc, le premier, c'est d'adapter les procédés au mieux, en fait, les itinéraires de culture, les modes d'exploitation, les races qu'on choisit. Et l'autre astuce qu'on a trouvée, c'était de mixer deux systèmes techniques qui sont très performants. Donc le cheval avec sa motricité hors pair, et puis de l'autre côté, d'utiliser des moteurs industriels modernes, légers, de 10-15 chevaux, quoi, type Honda, quoi. Du coup, on a appelé ça la traction animale hybride, mais le bon terme ne veut pas dire grand-chose, quoi. En fait, l'astuce, c'était d'utiliser en fait un moteur embarqué en fait sur un cheval. Donc, bon, par contre, on utilise quand même des tracteurs à côté, c'est-à-dire que pour certaines opérations, on juge que le, que l'usage du cheval est vraiment, voilà, enfin, que c'est trop dur pour lui. Je pense par exemple à des labours profonds. Euh, il y a enfin, voilà, on préfère, enfin, il y a par exemple les pressages aussi, quand on est obligé d'en faire. On va pas chercher à tout prix à utiliser un cheval si le différentiel est trop important entre l'usage du cheval l'usage du tracteur, quoi. Mathilde, si vous voulez mettre le petit bout de vidéo que je vous ai fait passer pour mettre un Oui. petit peu en, en images, par deux, trois images, ce qu'on a pu faire. Donc c'était pour mettre ça, donc c'est une faneuse traditionnelle qu'on utilisait au début sur des petites surfaces. Donc ça, c'est très très low-tech dans le sens où l'énergie qui anime les fourches est tirée de la rotation des roues qui elle-même vient de la traction du cheval. Le problème qu'on a avec ça, c'est des engins superbes, mais le problème qu'on a avec ça, c'est qu'on ne couvre pas beaucoup de surface, quoi. Et donc ça, c'est un exemple en fait de la traction animale hybride qu'on utilise, c'est-à-dire que le cheval tire un avant-train sur lequel on a le moteur auxiliaire Honda et en remorque, on a une petite pirouette qui est du matériel de tracteur enfin, du vieux matériel de tracteur qui est recyclé. Là. Euh, Là, on a un autre exemple. Là, on tire carrément une petite presse basse densité. Alors ça, j'ai mis pour exemple, c'est très séduisant sur le papier. Après, en pratique, chez nous, c'est compliqué parce qu'avec les pentes, on ne peut pas l'entraîner partout où on voudrait. Donc, on a dû trouver d'autres solutions que ceci, quoi. Pour le fauchage, alors je me suis amusé à mettre un peu le fauchage le plus low-tech qu'on puisse trouver. Malheureusement, celui-là, c'est très bucolique, mais quelques centaines de mètres carrés plus loin, on a envie de faire autre chose. Et donc, du coup, on utilise aussi ces faucheuses. Donc, ça, c'est une faucheuse à cheval traditionnelle, hein, un cheval, là, pour le coup. Et celles-ci sont aussi donc enfin, elles fonctionnent grâce à l'énergie du cheval, hein. Le problème, c'est qu'on a un problème voilà, de surface en fait qu'on n'arrive pas on peut pas on va pas assez vite en fait pour faire les surfaces dont on a besoin. Et donc pour pallier à cet inconvénient-là, pendant longtemps on a utilisé une moto faucheuse. Une moto-faucheuse assez grosse, hein, qui en termes de performance est vraiment très très bien. En termes de coût, ça se présente très très bien. Par contre, il faut marcher beaucoup. Et quand on était jusqu'à 15 hectares, ça allait bien. Par contre, après, ça devient vraiment trop compliqué, quoi. Ça devient vraiment trop physique. Et donc, on a conçu cette petite faucheuse, enfin petite entre guillemets, faucheuse
hybride. Donc elle a 2,70 m de coupe en lamier Busatis, quoi. Elle est tirée par un seul cheval. Et donc voilà, c'est grâce à des solutions comme ça qu'on essaye de conserver en fait la traction animale, voilà, de tirer un peu bénéfice des deux mondes, quoi. Pour prendre l'exemple un peu du fauchage, en faucheuse en paire, en faucheuse traditionnelle, on fauche à peu près un hectare deux par jour. Alors qu'avec une faucheuse hybride comme celle que je vous ai montrée, on arrive à faucher 4 hectares par jour avec un seul cheval, quoi. Avec beaucoup moins de peine pour le cheval. Euh, bon, après, c'est difficile de trouver, enfin, de donner des chiffres précis parce que, en fait, ça dépend tellement des parcellaires, par rapport à la pente, à la forme des parcelles, que du coup, ce qui peut être applicable à un endroit ne le sera pas forcément à un autre, quoi. En tout cas, nous, ce qu'on a pu constater en faisant nos petites mesures, c'est qu'en termes de consommation, quand on est à peu près, si on consomme à peu près 6 fois moins d'énergie quand on est sur de l'hybride par rapport au tracteur, quoi. Et du coup, ça entraîne un petit peu, enfin, il y a une remarque qu'on peut faire par rapport au nombre de chevaux, c'est-à-dire que pourrait se dire que pour faire le travail, il suffirait d'augmenter le nombre de chevaux et puis d'utiliser du matériel intégralement tiré, enfin, dont la force de l'outil est entraînée par la rotation des roues. Le problème, c'est que ça coûte, enfin, un cheval, ça coûte vraiment cher, et surtout dans une économie paysanne, hein, et que ça coûte cher en emprise, au sol, en argent, et surtout, il faut du monde autour. C'est-à-dire on peut pas mener 20 chevaux en même temps, quoi. Il faut des gens derrière, et du coup, malheureusement, économiquement, chez nous, ça passe pas, quoi. Euh, voilà. Alors, c'est dû principalement enfin, à la particularité qu'on est vraiment que paysan, c'est-à-dire qu'on n'a pas de valorisation de l'usage des chevaux autrement que par le travail qu'ils produisent. Mais ce serait bien différent si on était éleveur de chevaux ou si on faisait de la formation ou de la prestation. Voilà. Le centre économique n'est pas du tout le même. Nous, notre objectif, c'est de nourrir, quoi. C'est un métier de paysan. Donc, d'autant que ces 10 dernières années, alors c'est très bien pour les éleveurs de chevaux, hein, je suis très content pour eux, mais ces 10 dernières années, le prix des chevaux a beaucoup augmenté. Et du coup, nous, on peine justement à faire ce remplacement, quoi. Et, du coup, on peut pas se permettre d'avoir un cheval de plus que le strict nécessaire. Alors sinon, pour ce qui est de la conception low-tech, alors je peux pas prendre, enfin, en 20 ans, on a vraiment développé beaucoup d'idées, de concepts, fait beaucoup d'essais. Ils n'ont pas tous été très concluants. Ça représente quand même une grosse masse de travail, mais je peux prendre un exemple de combinaison procédé matériel qui illustre bien l'esprit de la ferme, quoi. C'est-à-dire que en, en élevage bovin, traditionnellement, on fait les foins, enfin on presse les foins, on le transporte et on range les rouleaux en bâtiment pour les servir l'hiver ensuite dans le bâtiment, quoi. Et donc, du coup, c'est très énergivore, enfin, le pressage et le transport en particulier. Et nous, enfin, on a traité ce problème-là en stockant le foin en meule sur place. C'est-à-dire qu'on n'a ni pressage ni transport. Et c'est les vaches, enfin, pour ce qui nous concerne, hein, qui ont été sélectionnées pour leur rusticité, qui restent dehors à l'année et qui se déplacent au fur et à mesure des besoins, quoi, sur les différentes meules. Alors, le problème enfin, qu'on rencontre d'utiliser cette technique, enfin, le problème qu'on a rencontré pour faire des meules, c'est que les meules ancestrales, je peux vous montrer une photo si vous voulez. C'est très bien, mais il faut être nombreux en fait pour les monter. Et le problème, c'est que la main-d'œuvre, c'est quelque chose qui n'est pas la mode, qui coûte très cher, quoi. Et est-ce que vous voyez mon écran? Non, là pour l'instant, on le voit pas. Ah, vous le voyez là? Là, c'est bon, oui. Voilà.
Donc, on voit sur la partie droite, en fait, une meule qui a été construite. Euh, donc, c'est une meule qui fait à peu près entre 1 tonne et 2 tonnes de foin. Et sur la partie gauche, on voit une cage à meule avec un élévateur qui est alimenté par un petit moteur auxiliaire. Le petit moteur auxiliaire qu'on utilise à peu près pour tout sur la ferme, hein, qui fait une dizaine de chevaux, mais dans cette application-là, il consomme vraiment un dé à coudre d'essence à l'heure. Euh, et des petites meules comme ça, on va en placer en fait dans des unités de quelques hectares, de façon à limiter en fait le rapprochement du foin. Et ça, c'est les chevaux qui le font, donc soit avec des râteaux ancestraux, c'est-à-dire à décharge intermittente, comme on trouve de partout dans les fermes. Enfin, on en trouve de moins en moins, mais qui était très courant avant. Soit avec une autochargeuse qu'on développe en ce moment, sur lequel on a fait des essais qui sont assez concluants, mais qui demandent à être améliorés. Donc, c'est une autochargeuse qui est très légère et qui est spécifique pour le haut de cheval et qui permet de décharger le foin directement dans l'élévateur, donc pour limiter la main-d'œuvre. Donc, l'avantage, c'est que ça permet de de mélanger un peu les techniques, on va dire, ancestrales avec la contrainte moderne qu'on a. Et la contrainte moderne en particulier, c'est le manque de main-d'œuvre. C'est le manque de main-d'œuvre. Voilà, donc c'est grâce à des petites astuces comme ça, en fait, qu'on arrive à réduire la consommation d'énergie. Et du coup, le cheval peut reprendre sa place, enfin partout où on peut le faire, en fait, on le fait, quoi. Et malgré tout, il reste des postes hein, qu'on peut pas réduire au cheval, mais l'idée, d'avoir un bon résultat global, c'est-à-dire d'avoir, si on réduit, ne serait-ce que par 5 ou 6 la quantité d'énergie sur la ferme, c'est une réussite, quoi. Même s'il reste, voilà, on sacralise pas en fait le travail au cheval. Voilà pour ma petite présentation. Merci beaucoup, Denis, pour ce témoignage. On va pouvoir passer au temps de questions-réponses. Euh, je vais repartager mon écran. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, je vais commencer par lire les questions dans le chat. Euh, alors, il y avait une question au niveau des céréales. Quelles sont les étapes des itinéraires où sont utilisés les chevaux et comment gérez-vous la moisson? Je pense que c'était une question pour Denis. Alors, les céréales, c'est vraiment très compliqué, je trouve. C'est-à-dire que nous, ce qu'on on essaye de faire, c'est d'intégrer les céréales dans nos cultures légumières. C'est-à-dire que enfin, bon, maintenant, il reste plus que les pommes de terre, mais c'est-à-dire qu'on va avoir on est obligé de faire un travail profond pour les pommes de terre, c'est-à-dire, on va dire, quand je dis profond, c'est moins de 15 centimètres, mais on va faire un labour une fois tous les 4 5 ans dans nos rotations. On va planter les pommes de terre, donc ça, c'est au tracteur. Par contre, ensuite, on fait plus que du déchômage avec les chevaux. Euh, et du coup, tout ce qui est, donc le déchômage, ça n'y a aucun problème avec le cheval. Après, le semis, ça passe très bien au semoir à cheval aussi, hein, même du matériel ancien, là, pour le coup, il n'y a pas de problème de R&D là-dessus, hein. Et après, pour la moisson, alors actuellement, on utilise une moissonneuse lieuse, c'est-à-dire que ça ressemble à un motoculteur sur lequel il y a une lieuse un peu comme celle qui a été tirée par les chevaux. Euh, qui va nous faire des gerbes, quoi. Donc, ces gerbes-là, on vient les reprendre après et on les emmène à une batteuse à poste fixe qui, elle, est entraînée avec notre moteur notre moteur auxiliaire. Donc, sur ce stade-là, on a peu d'usage du cheval. Mais par contre, on n'a pas d'usage de tracteur quand même, quoi. C'est-à-dire on est quand même très bon quand même en termes de bilan énergétique. Là, on va faire une amélioration, je pense, avec l'augmentation de la surface sur une municipalité voisine. C'est-à-dire qu'on va avoir un rapprochement, on va faire un rapprochement, enfin,
on va faire un premier fauchage de la céréale, le fauchage en drainage de la céréale, et on viendra le récupérer avec l'autochargeuse. C'est-à-dire que là, pour l'instant, elle permettait pas de ramasser suffisamment proprement en fait le blé qui est au sol pour que ce soit satisfaisant. Donc, c'est quelque chose sur lequel qu'on va trouver, hein. Et donc, du coup, on va amener le blé en vrac à la batteuse. Et donc ça nous enlèvera encore une partie qui est pour l'instant mécanisée. Merci Denis. Il y avait une question tout au début, je crois que ça allait arriver pendant la présentation de Camille sur un peu les questions de définition traction bovine, traction asine. Est-ce que peut-être là on s'est beaucoup concentré sur la traction équine, mais est-ce que Camille, vous avez quelques éléments sur les autres types de traction? Alors bovine, je pourrais pas, non, parce que alors je suis essentiellement orientée équin pour le coup, et dans les porteurs de projets qu'on rencontre, enfin ou même professionnels que je rencontre en tout cas en Saône-et-Loire, c'est que des équins, enfin les ânes aussi sont dedans, mais il n'y a aucun bovin, traction bovine qui passe par la Chambre d'agriculture, en tout cas depuis que je suis à ce poste-là. Donc je pourrais pas trop vous éclairer à ce sujet-là, et je vous invite peut-être à contacter donc là, les conseillers bovins, en l'occurrence, ou je pourrais contacter pour vous, hein, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne pourrais pas vous apporter plus d'informations à ce sujet-là, même si, je confirme, ils sont bien dans la traction animale. Et puis concernant les ânes, au sens de la réglementation, dont je vous ai parlé de la circulaire 2007, les ânes sont rentrés dans la catégorie équidés. Et donc, ils sont bien compris dans cette circulaire. Donc, à partir du moment où vous faites de la traction avec des ânes, vous avez exactement les mêmes démarches et les mêmes réglementations présentées lors de ce diapo-là. Donc, ils sont bien dedans. Ça marche. Merci Camille. Il y avait une question aussi de Sylvie sur le prix moyen d'un cheval. Je ne sais pas si c'est facile de répondre à cette question. Si, bah après j'ai vu que ça avait été un peu répondu, enfin il y a eu une réponse à la Oui, suite. Je oui. confirme bien, il faut investir enfin, un budget minimum de 5 000 parce que comme ce que disait Monsieur Adam, c'est que le prix des chevaux ont vraiment augmenté ces dernières années. Si on veut avoir un cheval de traction, on va dire prêt à l'emploi, entre guillemets, c'est qu'il y a eu un gros travail de débourrage avant par des éleveurs et qu'il y a forcément un coût hein, qui a été investi par l'éleveur et ce montant-là se retrouve dans le coût d'achat forcément du cheval en question. Donc ça fait des montants qui sont très très élevés et pour quelqu'un qui, comme vous dites, hein, qui se lance dans l'activité ou qui veut avoir un nouveau cheval pour développer son activité, c'est jamais facile. Alors, il y a certaines régions, malheureusement, c'est pas le cas de la Bourgogne-Franche-Comté, mais ça a été le cas, en tout cas, et c'est toujours le cas, il me semble, en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a eu des aides financières pour l'achat de chevaux de traction. Donc ça, ça se joue à négociation régionale, hein. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas le cas. Les négociations sont quand même en cours. Euh, on espère que dans un avenir prochain, ce sera possible d'avoir cette aide pour vraiment soutenir les professionnels régionaux et aussi les éleveurs, du coup, indirectement. Merci Camille. Je vois qu'il y a Pascal qui lève la main. Vous pouvez intervenir si vous avez une question, Pascal. Bonjour. Moi je travaille avec un bovin et je suis également investi à Promata et à Promata International. Et du coup, c'était pour revenir sur la question de l'attraction bovine, ou enfin assez rapidement, c'était pour dire que très souvent c'est invisibilisé et que très souvent il n'y a pas d'interlocuteur et que très souvent aussi, comment dire, ça donne un peu l'impression qu'il y a une division de la traction animale où on ne parle pas de traction animale, on parle de traction équine et même les ânes sont très souvent un peu relayé sur le côté. Je voulais juste dire que je trouve ça un peu triste parce qu'en fait, là, moi, je donne des formations sur la traction bovine pour travailler seul avec un bovin au collier et au guide. Et la majorité des personnes qui viennent se former en traction bovine ont travaillé avec des chevaux avant. Et en fait, ça leur convenait pas, mais ils avaient quand même envie de travailler avec des animaux. Donc, pour dire que en fait, l'intérêt de tous,
c'est de dire que l'attraction animale, c'est différents animaux et les techniques, les outils et les animaux voilà, sont au choix de chacun et que les uns servent, enfin, et que tous servent la même cause. Et après, je ne sais pas si je peux rebondir sur deux, trois petites questions aussi que j'avais notées ou Allez-y. voilà. Et du coup, il y avait aussi la question, voilà, qui est des questions qui ont été abordées, mais on parle de low tech, mais aussi la question du low prix par rapport au fait que effectivement, si on a besoin d'animaux très coûteux, si on a besoin de matériel très coûteux, est-ce que réellement c'est accessible? Et je viendrai aussi sur un autre constat où très souvent on parle de chiffres d'activité en traction animale et souvent on ne prend pas en compte, alors je dirais cotisant solidaire ou non, mais la partie vivrière dans l'activité globale. Et pour prendre un exemple très simple, nous aujourd'hui on est paysans boulangers, on fait une bonne partie comment dire, la majeure partie de la culture des céréales aujourd'hui c'est fait faire en prestation et on fait principalement une grosse partie vivrière avec des vaches qui nous font les légumes, la viande et les fromages. Et tout ça pour dire que notre activité de paysan boulanger, en fait, elle n'est pas rentable dans le sens, elle ne nous permet pas de sortir un revenu qui nous permet d'en vivre complètement. Mais le fait d'avoir de la partie vivrière qui est en traction animale, donc très peu coûteuse, fait que ça, c'est la deuxième partie de notre revenu qui fait que notre activité principale est rentable. Et je pense que ce serait quand même pertinent de prendre en compte que la rentabilité d'une activité n'est pas forcément liée à l'argent qui rentre, mais liée au fait que le système complet devient rentable. Et dans ces cas-là, l'attraction animale peut rendre rentable, même si ça n'est pas l'activité principale, et rend rentable des activités artisanales, agricoles ou autres. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Denis, où là, à Promata, on est complètement, je dirais, dans le sujet, sur le fait que comment dire, j'ai été quelques années au Mexique et on voit vite la limite des outils qui sont présents et que pour moi, il y a une grosse question. Les techniques agronomiques doivent évoluer en même temps que les outils et les outils en même temps que les techniques agronomiques. Et du coup, c'est quelque chose qui doit évoluer et il y a et ça doit évoluer ensemble et c'est pas évident de faire ces recherches-là parce que voilà, les deux sont très étroitement liés et il faut faire des essais. Et aujourd'hui, on est face à des questions climatiques et économiques qui font qu'il faut que les techniques évoluent. Et donc, les outils doivent évoluer. Et il ne s'agit pas de mettre des outils de tracteur ou des outils anciens derrière les animaux, mais il y a du boulot. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Pascal, pour ce témoignage. Je ne sais pas si Camille, Denis ou Pierre, vous voulez rebondir par rapport à la question des coûts des outils. Ouais, ouais, effectivement, sur le côté low-tech et le prix, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que Pascal vient de dire. Euh, Ça fait partie des études, enfin, on fait un petit peu tout ça dans notre coin, d'étudier du matériel qui répondrait enfin, qui répondent à des vraies problématiques. Et ça mériterait d'être un petit peu plus institutionnalisé. Là où on rejoint la low-tech, c'est que une fois que l'étude est faite, si elle n'est pas faite dans une vision vraiment mercantile, un petit peu comme ce que fait l'atelier paysan, c'est-à-dire qu'après le moyen est mis à disposition, c'est-à-dire que bon, il faut rémunérer les gens qui travaillent là-dessus quand même, mais que du coup la mise à disposition des plans de façon libre derrière permet quand même bien d'atténuer le- la douloureuse quoi pour l'outil. Pour la partie production vivrière, je suis vraiment d'accord avec ça, c'est-à-dire que la, c'est une vision paysanne, ça. C'est-à-dire que nous, on cherche d'abord à nourrir notre famille et la communauté qui gravite autour. Effectivement, si on enlève la partie vivrière dans nos activités, il reste vraiment plus grand-chose, quoi. Merci, Denis.
s'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent rebondir, il nous reste 5 minutes par rapport à l'horaire qu'on s'était fixé. Il y a 2 questions dans le chat que je vais lire. Une question de Gaël. Comment est-ce que vous gérez les expérimentations sur votre temps de travail et modèle économique? Je pense que c'était pour Denis aussi cette question. Alors, c'est très peu rentable, ça. C'est-à-dire que ça prend un temps, c'est une passion, voilà, c'est une passion, c'est une volonté politique. C'est un sujet, voilà, je pense sur lequel il faudrait vraiment travailler, c'est-à-dire arrêter, ne pas avoir une vision dogmatique, soit d'une solution hyper technologique, soit d'une solution hyper passéiste. Et que dans l'entre-deux, justement, en termes de production agricole, il y a vraiment un manque. Voilà. Il y a eu il y a eu des rendus quand même. Hein. C'est pas vide, quoi. Mais malgré tout, en fait, je remarque qu'on a souvent un positionnement qui est un petit peu binaire, voilà, et qu'il faudrait travailler dessus. En tout cas, personnellement, nous, on fait ça avec plaisir, mais c'est vrai que ça nous prend un temps. Si on devait compter ça comme du temps de travail sur la ferme, là, pour le coup, la rentabilité en prendrait un vilain coup. Ça marche. Et peut-être dernière question pour Denis. Avez-vous essayé d'utiliser un quad ou SSV pour la traction d'outils? C'est une question de Thibaut, qui peut être une alternative plus économique et électrique solaire. Alors, Thibaut, si vous voulez préciser la question, n'hésitez pas. alors, en fait, la question, elle est intéressante dans le sens où non, on n'est justement pas arrêté au cheval. C'est-à-dire que le cheval, pour nous, c'est un optimum, on va dire, écologique. Pour autant, en fait, le fait qu'on essaie de designer des outils qui soient à la portée d'un cheval, en fait, les rend mécaniquement utilisables avec beaucoup d'autres outils. Hein. C'est-à-dire que le parallèle qu'on fait le plus facilement, c'est l'usage du motoculteur, ce qui était un peu le quad de l'époque, quoi, les gros motoculteurs. Et bon, alors après, en termes de low-tech, moi, enfin, je considère que l'usage d'un appareil qui peut être électrique, il vient après. Voilà, si on est coincé, qu'on n'a pas pu utiliser le cheval pour une raison X ou Y, hein, un cheval qui est pas dispo, qui est fatigué, qui est pas d'humeur, voilà, et ben du coup, ça peut être très bien de sauver une situation et voilà, quand on doit semer, par exemple, il faut semer et c'est tout, quoi, et on doit se débrouiller, quoi. Donc de ce point de vue-là, oui, ça peut être, le fait d'avoir des faibles puissances, en fait, permet d'avoir une plus grande étendue possible pour faire le travail. Merci. Est-ce que Pierre ou Camille, vous voulez rebondir sur un dernier aspect de ce qu'on vient d'évoquer? Alors moi, je suis tout à fait d'accord hein, avec ce qui a été dit, et notamment sur la partie vivrière aussi de l'activité, hein, pour revenir à la question d'avant. Beaucoup de professionnels, que ce soit pour le coup des viticulteurs, parce que enfin, je suis dans une région assez viticole, mais ils ont décidé de justement passer à la traction animale pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons de rentabilité, parce que comme vous dites, hein, de toute façon, tout ce qui, enfin, ça va diminuer les charges, ça va pas forcément rentrer directement dans les produits, mais ça va avoir un impact direct sur le fonctionnement général hein, de l'entreprise, et donc ça va avoir un impact vraiment positif. Donc je suis tout à fait d'accord hein, avec ce qui a été dit, et c'est un très bon point de le souligner là-dessus, que bah, plus on va chercher de toute façon, face à contraintes climatiques et environnementales et autres qui arrivent et qui arriveront, continueront à arriver, il faut s'adapter d'une manière différente. Et tous ces petits, enfin, ce que vous avez fait, hein, Denis, ce que vous avez créé sur votre entreprise, c'est vraiment à promouvoir, et c'est vraiment bien que de plus en plus de personnes se penchent là-dessus, parce que bah, c'est ce qui va faire la différence plus tard, et on en a tous besoin, directement ou indirectement. Donc, enfin, je trouve que c'est une très belle conclusion sur ce qui a été dit avant. Merci. Pierre, un dernier mot? Oui, ben, je suis moi aussi d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je rajouterais peut-être un petit,
Euh, un petit mot sur le coût des chevaux. En fait, dans les structures que nous suivons dans le cadre du réseau équin, beaucoup d'exploitants ont développé un petit atelier d'élevage. Et justement parce qu'ils sont titulaires d'une forte expertise en matière de traction animale et qui forment eux-mêmes leurs jeunes chevaux, ce qui leur permet de réduire le coût. Lorsqu'on achète un cheval clé en main, c'est certain que c'est entre 5 000 et 7 500 euros. Lorsqu'on le fait naître, c'est pas anodin non plus, mais ça revient beaucoup moins cher. Voilà. Et puis le prix des bœufs, il se trouve que moi je suis un exploitant qui s'intéresse aussi à la traction avec les bœufs et je parle sous le couvert de Pascal, mais il semblerait quand même qu'un bœuf, un jeune bœuf destiné à la traction animale, ce soit, c'est vrai, moins cher qu'un cheval. Merci. Et il y a une question qui vient d'arriver aussi pour vous dans le chat de Will et Hélène. Dans quelle catégorie se retrouvent les fermes mixtes, légumes, céréales, herbes, comme celle de Monsieur Adam? Je sais pas. Alors, je crois enfin, l'ancienne terminologie, c'est polyculture élevage. Mais je crois que c'est une terminologie qui n'existe plus et que ça doit être élevage et culture associée. Mais que du coup, personnellement, je trouve que c'est une terminologie qui correspond pas très bien. Polyculture élevage, ça m'allait bien. Paysan, ça m'irait encore mieux, mais bon, ça n'existe pas. Très bien. Et ben, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir finir sur cette note. Euh, Donc un grand merci à nos trois intervenants, Camille, Denis, Pierre, vraiment pour être venus nous parler aujourd'hui de ce sujet de la mécanisation agricole low-tech et de l'attraction animale. Vraiment, on était ravis de vous avoir tous les trois. Quelle suite? L'enregistrement de ce webinaire sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube de FNEBFC. Je vous enverrai un lien à tous ceux qui sont inscrits. Je vais envoyer un lien si vous voulez revoir le webinaire. Et je vais également rédiger un compte-rendu de ce webinaire dans les prochaines semaines que vous pourrez soit recevoir par mail, soit retrouver sur le site internet de France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté. Et nous organiserons un prochain webinaire avant l'été. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à la liste de diffusion du programme Transition Action, je vous invite à m'écrire à l'adresse transition.action@fne-bfc.fr et comme ça, je peux vous ajouter à la liste de diffusion. On envoie une newsletter tous les trimestres et aussi toutes les informations par rapport à nos événements, notamment les prochains webinaires. Donc, merci à tous de votre participation et merci encore à nos trois intervenants pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci. À bientôt, j'espère. Merci et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.